Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Meguang à l'antenne. Et notre décryptage de ce jour est consacré aux analyses de différents chercheurs et aux réactions des pays de la région à la suite du tir de missiles balistiques intercontinental par l'armée populaire de libération d'hier. Le lundi 6 juillet, la marine chinoise a confirmé que l'armée populaire de libération avait procédé à midi 01 à un essai de missile balistique intercontinental équipé d'une ogive d'entraînement à charge depuis un sous-marin à propulsion nucléaire. Ce missile balistique intercontinental mer-sol a visé les eaux internationales du Pacifique et a atteint la zone maritime prédéfinie selon la Chine. Sans dévoiler le type précis de missile déployé ni la localisation exacte, les autorités chinoises ont insisté sur le fait que ce tir d'essai s'inscrivait dans le cadre des exercices militaires de routine de la Chine et qu'une notification préalable avait été adressée aux pays concernés conformément au droit international et aux pratiques internationales. Or, cet essai de tir a suscité une vive attention de la part de Taïwan, du Japon, des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États insulaires du Pacifique. Il a aussi une nouvelle fois mis en évidence la concurrence militaire croissante dans la région Indo-Pacifique. Bien que la Chine n'ait pas révélé le type de missile testé, certains observateurs considèrent qu'il s'agit du missile balistique mer-sol JL2, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit d'un JL3. Ce dernier, dont la portée peut atteindre entre 9 000 et 12 000 km, est doté d'une capacité de guidage à ogives multiples. Selon Su Ziyun, directeur de la division de la stratégie et des ressources de défense à l'Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationale INDSR, ce missile est capable d'attaquer une dizaine de cibles. Il a ajouté que grâce à son installation à bord d'un sous-marin, le missile bénéficie d'une furtivité accrue. Le missile JL3 a été évoqué pour la première fois par la presse internationale en décembre 2018 avec The Washington Free Beacon qui a cité certains responsables du Pentagone bien informés, disant que la Chine avait procédé en novembre à son premier essai de tir d'un missile balistique lancé depuis un sous-marin de type Julang 3, donc JL3. Un autre essai de JL3 avait été tiré en décembre 2019 avant que la Chine ne le présente officiellement lors du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre le Japon lors de sa parade du 3 septembre 2025. Après plus de 40 ans sans essai de missile, l'essai du 6 juillet est le deuxième tir en 2 ans. On se souvient qu'en septembre 2024, un autre missile chinois sans charge nucléaire était retombé à quelques centaines de kilomètres au nord de la Polynésie française. La différence entre ces deux tirs réside dans le fait que, alors que le tir précédent concernait des missiles terrestres de la série Dongfeng, celui-ci a été effectué à partir d'un sous-marin nucléaire. Cela signifie que la puissance nucléaire chinoise est en passe de parachever sa triple capacité de frappe nucléaire, c'est-à-dire depuis le sol, en mer et à partir de silos à missiles. Pour certains chercheurs, cela témoigne également du renforcement continu de la capacité de seconde frappe nucléaire de la Chine. La capacité de seconde frappe nucléaire concerne la capacité de riposte nucléaire. Il s'agit de conserver une force nucléaire suffisante pour riposter même en cas d'attaque préventive de l'ennemi. Et outre le renforcement des capacités militaires pour la Chine, cet essai de tir revêt également une portée politique. Pour le chercheur Su Ziyun, sur le plan politique, outre la mise en avant de la coopération stratégique entre la Chine et la Russie, l'objectif est davantage de démontrer l'efficacité de la stratégie A2AD qui signifie déni d'accès et interdiction de zone. Cette stratégie consiste à empêcher un adversaire de pénétrer dans une zone opérationnelle spécifique anti-accès et à limiter sa liberté de mouvement et d'action une fois sur place, interdiction de zone.
Selon Su Ziyun, l'objectif est également d'établir une capacité de dissuasion nucléaire crédible afin que les États-Unis, s'ils devaient à l'avenir intervenir dans les affaires de la première chaîne d'îles, soient contraints de prendre en compte la capacité de frappe nucléaire de la Chine dans leur prise de décision. Les armes nucléaires constituent une force nucléaire, c'est-à-dire un moyen de dissuasion politique et psychologique. En d'autres termes, dans l'imaginaire du PCC, si les États-Unis devaient à l'avenir intervenir dans les affaires de la première chaîne d'îles, qu'il s'agisse du Japon, de Taïwan ou des Philippines, la Chine disposerait de forces conventionnelles capables de les bloquer sur le champ de bataille. Mais le champ de bataille politique se situe à Washington. À ce moment-là, si elle dispose d'une capacité de frappe crédible, qu'il s'agisse des missiles Tongfeng 41, Tongfeng 61 ou JL-3, cela pourrait inciter les décideurs américains à la prudence. C'est là l'objectif qu'elle cherche à atteindre. Par voie de communiqué de presse, le porte-parole du département d'État américain, Tommy Pigott, a indiqué que tandis que les États-Unis redoublent d'efforts pour empêcher la prolifération nucléaire, la Chine fait exactement l'inverse. Il a souligné que le renforcement rapide et opaque de l'arsenal nucléaire de Pékin suscite de vives inquiétudes dans la région et dans le monde entier. En février dernier, les États-Unis avaient en effet déjà appelé au lancement de négociations multilatérales de contrôle des armements nucléaires incluant Pékin après l'expiration du traité New START entre les États-Unis et la Russie, qui était le dernier traité de contrôle des armements entre les deux principales puissances nucléaires. Mais cette proposition d'inclure la Chine avait été refusée par Pékin. Pour les chercheurs comme Su Ziyun, l'impact de ce tir de missile devait être plutôt indirect sur Taïwan, puisqu'il est difficile pour la Chine d'attaquer Taïwan avec des ogives nucléaires sans risquer que cela n'affecte aussi les zones côtières chinoises. Néanmoins, cela pourrait renforcer la volonté perçue du PCC d'entraver la défense américaine de Taïwan. Laia Morris, chercheur à l'Asia Society Policy Institute, a déclaré de son côté que ce missile démontrait que la Chine disposait d'options de plus en plus nombreuses, outre les lancements depuis le sol. Il a indiqué qu'un essai à une telle distance constitue une avancée majeure qui montre que la Chine s'oriente vers une force de dissuasion nucléaire maritime plus viable et dotée d'une plus grande portée. Cela démontre que la marine chinoise est capable de cibler le territoire américain depuis des bastions situés à proximité des eaux territoriales chinoises. Le moment choisi pour cet essai a également attiré l'attention de la communauté internationale. Le jour même du tir, l'Australie et les îles Fidji venaient de signer l'accord Alliance pour la paix maritime, dans lequel les deux parties s'engageaient à renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense commune. Après l'essai de tir, l'Australie a de son côté mis en garde contre un risque de déstabilisation du Pacifique Sud. Su Ziyun a souligné que le moment choisi coïncidait aussi avec l'arrivée prochaine du sommet de l'OTAN et il avait pour but d'envoyer un message de démonstration de force simultanée aux États-Unis, au Japon et aux pays de l'OTAN. Su Ziyun estime toutefois que cette initiative de Pékin pourrait avoir un effet inverse. Selon lui, le renforcement continu de la coopération militaire entre la Chine et la Russie ne fait que confirmer les inquiétudes de l'OTAN concernant cette coopération ces dernières années. À l'avenir, cela pourrait inciter les États-Unis et les pays européens à accélérer la modernisation de leur capacité de dissuasion nucléaire et pousser le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les Philippines à continuer de renforcer leur système de défense antimissiles, donnant ainsi naissance à une nouvelle coopération régionale en matière de sécurité. Lin Ying-yo, professeur associé à l'Institut supérieur des affaires internationales et des études stratégiques de l'Université Tamgang, a quant à lui souligné qu'étant donné qu'il s'agit cette fois-ci d'un missile balistique lancé depuis un sous-marin, cela démontre également l'importance que revêt actuellement la lutte anti-sous-marine et la maîtrise du théâtre d'opérations sous-marins pour les États-Unis et les pays voisins. Cela vaut tout particulièrement pour Taïwan. Selon lui, si Taïwan ou les pays de la première chaîne d'îles parvenaient à renforcer leur capacité de lutte anti-sous-marine, les sous-marins nucléaires chinois auraient beaucoup
de mal à franchir la première chaîne d'îles pour pénétrer dans le Pacifique et y procéder à des essais de tir. À l'avenir, il faudra non seulement se concentrer sur la technologie des missiles ou les missiles intercontinentaux, mais aussi observer les capacités de combat sous-marines. Il a précisé que le récent déploiement de nombreux navires pour patrouiller dans les eaux proches de Taïwan pourrait être lié à l'étude des conditions hydrographiques sous-marines dans la perspective de combat sous-marin. Dans ce contexte, Lin Yingyou a estimé qu'à l'avenir, les capacités de combat sous-marin seront primordiales pour Taïwan et les pays de la région. Du côté de Taïwan, le palais présidentiel, la diplomatie, la commission des affaires continentales ou encore le Conseil de la sécurité nationale ont tous réagi en appelant la Chine à la retenue et en condamnant tout acte qui menace la paix et la stabilité de la région. Selon les estimations du ministère de la guerre américain, le nombre d'ogives nucléaires chinoises pourrait passer d'environ 400 à 500 actuellement à 1500 d'ici 2030, marquant un passage de la dissuasion traditionnelle à la coercition et créant de nouveaux obstacles à la défense du détroit de Taïwan. À l'avenir, en plus du déploiement des armes nucléaires de la Chine, la question de voir comment les pays de la région Indo-Pacifique parviendront à trouver un nouvel équilibre en matière de sécurité entre le maintien de la dissuasion et la prévention des erreurs d'appréciation devient également intéressante à suivre. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage présenté par Meg Wang, consacré au tir de missiles balistiques intercontinental procédé par l'Armée populaire de libération le 6 juillet. Vous êtes à l'écoute de Radio Taïwan International.